Si vous aimez faire pousser des plantes, mais avez l'impression que votre sol travaille toujours contre vous, ceci est pour vous. Peut-être cultivez-vous dans une petite cour arrière, un jardin de cuisine, des plates-bandes surélevées, des contenants sur la terrasse, ou même un mélange de plantes d'intérieur et de cultures extérieures. Peut-être êtes-vous le genre de jardinier qui lit les étiquettes, achète des engrais, arrose fidèlement, et finit quand même par regarder une croissance faible, des feuilles fatiguées, et un sol qui ressemble plus à de la poussière qu'à la vie. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous pressez vos mains dans la terre de votre jardin, que ressentez-vous? Est-elle douce, riche et vivante? Ou est-elle sèche, serrée et têtue? Avez-vous déjà dépensé de l'argent, sac après sac de nourriture pour plantes, espérant que cette saison serait enfin différente, seulement pour obtenir les mêmes résultats décevants? Après de nombreuses années de travail avec les jardins, la terre de ferme, le compost, le paillis et la fertilité naturelle, je peux vous dire ceci avec confiance. La plupart des sols en difficulté ne sont pas simplement affamés, ils sont sans vie. Et cela change tout, car une fois que vous comprenez ce que le sol vivant demande réellement, vous arrêtez de courir après des solutions rapides et commencez à reconstruire le système qui fait prospérer les plantes par elles-mêmes. Aujourd'hui, je vais vous montrer une formule simple et peu coûteuse, faite d'ingrédients de tous les jours, qui peut agir comme un signal biologique dans le sol. Dans les bonnes conditions, elle peut aider à attirer rapidement les vers de terre dans votre jardin et commencer à réveiller le sol par en dessous. Alors, si vous êtes prêt à dépenser moins, cultivez plus intelligemment et laissez la nature faire plus de gros travail, restez avec moi. Pour comprendre pourquoi si peu de jardiniers ont entendu parler de cette méthode, nous devons retourner à une année charnière, 1939. Dans l'histoire du sol, cette année marque un tournant majeur. C'était une époque où les gens travaillaient encore avec la terre vivante, mais le monde commençait à se diriger vers l'agriculture chimique. Dans la vallée de Paraíba au Brésil, un agronome nommé Hélio Bras a été témoin de quelque chose de remarquable. Il a observé des fermiers locaux appliquer un mélange fermenté sucré à des plates-bandes de jardin sélectionnés. Et en quelques heures, ces plates-bandes étaient bondées de vers de terre attirés du sol environnant. À peu près à la même époque en Amérique du Nord, des communautés autosuffisantes utilisaient leurs propres méthodes biologiques, plus tard liées à des noms comme les secrets d'Eli Yoder et la méthode Amish du fil de fer. Différents endroits, même principe. Quand vous nourrissez la vie dans le sol nourrit la culture. Alors, pourquoi cette connaissance si bon marché et efficace a-t-elle été enterrée? Pourquoi tant de cultivateurs l'ont-ils oubliée? La réponse se trouve dans les années après la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre, les engrais chimiques étaient rares et chers. Pendant la guerre, d'énormes usines ont été construites pour produire du nitrate d'ammonium pour les explosifs. Quand la guerre s'est terminée, la demande de munitions s'est effondrée, mais les usines sont restées. Les compagnies chimiques avaient besoin d'un nouveau marché, alors ces matériaux ont été reconditionnés comme engrais azotés bon marché pour les fermiers. En même temps, des produits comme le DDT, autrefois utilisés dans des contextes militaires, ont été promus comme des réponses miracles pour l'agriculture. L'industrie comprenait une vérité dont elle ne pouvait pas profiter. Le sol vivant ne crée pas de clients réguliers. Si votre terre est pleine de vers et capable de se renouveler, vous avez besoin de beaucoup moins d'intrants extérieurs. Alors, les anciennes méthodes organiques façonnées sur des générations ont été mises de côté comme arriérées en faveur de solutions chimiques rapides qui affaiblissent lentement la terre. C'est le secret enterré sous 1939. Nous n'avons pas abandonné ces méthodes parce qu'elles ont échoué. Nous les avons abandonnées parce que la commodité était plus facile à vendre que la fertilité auto-entretenue. Et une fois que vous comprenez cela, la question suivante devient évidente. Pourquoi les vers de terre sont-ils si importants que les ramener peut changer votre jardin de fond en comble? Avant de révéler la formule, nous devons répondre à une question de base. Pourquoi un jardinier voudrait-il plus de vers de terre? La plupart des gens pensent aux vers comme de petites créatures que les oiseaux mangent, ou comme appât pour la pêche. Mais quiconque a passé du temps à construire un sol sain sait qu'ils sont bien plus que cela. Les vers de terre font partie de la structure cachée d'un jardin productif. Un sol sans vers est généralement un sol en déclin. Il peut encore faire pousser quelque chose pendant un moment, mais en dessous il est souvent compacté, faible en circulation d'air et pauvre en vie biologique. Les vers agissent comme les petites charrues de la nature. Alors qu'ils se déplacent dans le sol,
Il crée des canaux qui transportent l'oxygène et l'eau dans la zone racinaire. Sans ces canaux, le sol durcit, les racines luttent et les plantes arrêtent de prospérer. Mais leur plus grand don est ce qui arrive après qu'ils se nourrissent. Alors que les vers consomment la matière organique en décomposition, ils la décomposent et la retournent au sol sous forme de déjection de verre, une forme riche d'humus. Ces déjections retiennent les nutriments sous des formes que les racines et les microbes peuvent utiliser plus facilement. Cela signifie un meilleur cycle des nutriments, une meilleure structure et une fertilité plus stable. C'est pourquoi les cultivateurs expérimentés font attention quand le nombre de vers augmente. C'est un signe que le réseau alimentaire du sol se réveille. Un jardin avec une population saine de vers peut produire une croissance plus forte et de meilleures récoltes avec beaucoup moins de dépendance aux engrais chimiques, parce que le sol lui-même fait plus de travail de nourrissage. Les bénéfices ne sont pas seulement visibles dans la vigueur des plantes, ils apparaissent aussi dans la saveur. Les fruits et légumes cultivés dans un sol vivant et riche en vers ont souvent une meilleure texture, une qualité de conservation plus longue et un goût plus profond. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les tomates d'un vieux jardin familial avaient un goût plus riche, une partie de la réponse était sous vos pieds. Alors, quand je dis qu'un sol sans vers est un sol mort, je ne veux pas dire cela comme une phrase dramatique. Je veux dire que les vers sont l'un des signes les plus clairs que votre jardin est vivant et construit la fertilité de l'intérieur. Et une fois que vous comprenez leur rôle, l'étape suivante devient simple. Comment les rappelons-nous ? Alors, comment ramenons-nous réellement ces créatures remarquables dans notre jardin ? Nous le faisons en utilisant ce que j'appelle le protocole de 1939. Et soyons clairs dès le départ, ce n'est pas de la magie et ce n'est pas du folklore. C'est de la biochimie simple et élégante qui fonctionne exactement comme la nature l'a prévu. Les vers de terre répondent aux signaux chimiques dans le sol autour d'eux. Dans la nature, ils n'errent pas sans but à la recherche de nourriture. Ils localisent les zones prometteuses en détectant les composés libérés quand la matière organique commence à se décomposer. C'est la clé de toute cette méthode. Quand nous versons ce mélange peu coûteux dans le sol, nous créons un phare biologique, un signal qui imite le riche parfum de la décomposition active et de l'abondance microbienne. Le vrai secret n'est pas la douceur elle-même, le secret est la vitesse. Quand nous combinons la mélasse, qui fournit des hydrates de carbone complexes et des oligo-éléments, avec la levure sèche, qui agit comme un catalyseur vivant, nous déclenchons un processus de fermentation rapide. Alors que cette réaction se met en marche, elle produit de la chaleur, de l'alcool et plus important encore, un panache montant de dioxyde de carbone, ou CO2, se déplaçant à travers le profil du sol, et la vie du sol fait attention à ce signal. Les vers sont très sensibles aux changements dans leur environnement, surtout quand ces changements suggèrent de la nourriture, de l'humidité et de l'activité biologique. Alors que le CO2 se répand vers l'extérieur de la zone traitée, il agit comme une cloche de dîner sous la surface. Pour un ver, ce panache signifie une chose. Quelque chose de riche se passe ici. Ce qui arrive ensuite est là où le système devient si efficace. D'abord, les sucres nourrissent les bactéries. Les bactéries se multiplient rapidement, enrobant les particules organiques de matériel adoucissant dans le sol. Puis les vers arrivent, attirés à la fois par le signal gazeux et l'explosion de vie microbienne. Nous ne les forçons pas dans la plate-bande, nous leur donnons exactement les conditions qu'ils sont conçus pour rechercher. Et c'est la beauté de cette méthode, pour attirer les plus grands constructeurs du sol. Vous commencez par nourrir les plus petits. Maintenant, nous arrivons à la partie que tout le monde attendait, la formule elle-même. C'est le même style de mélange que les jardiniers utilisaient autrefois pour réveiller la terre fatiguée, avec des ingrédients si simples que la plupart des gens en ont déjà une version à la maison. Et le meilleur, c'est que cela coûte très peu pour en faire assez pour une section significative de jardin. Commencez avec un seau de 20 litres d'eau propre. Si vous utilisez l'eau du robinet de la ville, laissez-la reposer découverte toute la nuit avant de mélanger quoi que ce soit dedans. Cette petite étape compte, parce que le chlore peut travailler contre l'activité microbienne même que nous essayons d'encourager. Une fois que l'eau est prête, assurez-vous qu'elle soit tiède, idéalement quelque part autour de 30 à 35 degrés Celsius. Trop chaude et vous endommagez les organismes vivants. Trop froide et la réaction reste lente. Ensuite, ajoutez une cuillère à thé de mélasse noire non sulfurée pour chaque litre d'eau. Je préfère la mélasse au sucre ordinaire,
parce qu'elle fait plus que nourrir la fermentation. Elle apporte aussi des minéraux au mélange, des éléments comme le fer, le potassium et le soufre qui soutiennent l'activité enzymatique microbienne et aident à maintenir la réaction un peu plus longtemps. Puis ajoutez une cuillère à thé de levure de boulangerie sèche avec une demi-tasse de sucre brut au seau. Le sucre donne aux microbes une explosion rapide d'énergie et la levure aide à pousser la fermentation vers l'avant. Ensemble, ils réveillent le mélange rapidement. Si vous voulez renforcer le signal un peu plus, vous pouvez ajouter une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme ou une éclaboussure de cachaça. Certains jardiniers mélangent aussi du marc de café usagé, surtout quand ils veulent un signal organique plus large dans le sol. L'azote et l'acidité légère peuvent rendre le breuvage encore plus biologiquement attractif. Remuez tout soigneusement jusqu'à dissolution complète. Puis laissez le seau reposer dans un endroit chaud et ombragé pendant 1 à 2 heures. Bientôt vous remarquerez une odeur profonde et terreuse et une mousse légère se formant à la surface. Cette mousse est votre signe que le mélange est actif, vivant et prêt à aller dans le jardin. Maintenant que le mélange est vivant et actif, l'application devient tout. C'est l'étape où beaucoup de jardiniers deviennent impatients et perdent la moitié du bénéfice. Ne versez jamais ce breuvage sur le sol dans la chaleur dure de midi. Le soleil fort et la chaleur excessive peuvent endommager l'activité microbienne délicate que nous venons de travailler à construire. Au lieu de cela, attendez les heures plus douces de la journée, fin d'après-midi, début de soirée ou l'aube, quand le sol est plus frais et la biologie a une vraie chance de s'installer et de se répandre. Prenez votre mélange bouillonnant et versez-le directement dans le sol autour de la zone racinaire de vos plantes. Cette partie compte. Nous ne nourrissons pas les feuilles ici et nous ne pulvérisons pas pour un effet de surface. Nous voulons que ce liquide se déplace vers le bas, dans la terre, où les microbes, les sucres et les signaux de fermentation peuvent voyager à travers le profil du sol et commencer à rappeler la vie d'en bas. Et une fois que vous l'appliquez, c'est là que la patience prend le relais. Dans les premières heures, la surface peut sembler inchangée. Ne laissez pas cela vous tromper. Les vers de terre font leur meilleur travail dans l'obscurité, sous la lumière, sous la surface, où le sol retient encore l'humidité et le calme. Alors que le soir arrive, le signal commence à se déplacer à travers les voies souterraines. Si vous sortez quelques heures après la tombée de la nuit et brillez doucement une lampe de poche sur le sol, vous pourriez remarquer les premiers signes, de petits mouvements, de faibles ondulations, des changements subtils dans le sol. Ce n'est pas votre imagination, c'est la main-d'œuvre vivante qui arrive. Le lendemain matin, si vous vérifiez soigneusement, vous trouverez souvent beaucoup plus d'activité de vers que vous n'en aviez la veille. Dans un sol gravement endommagé, cela peut prendre plus près de 48 heures, mais dans une plate-bande de jardin ordinaire, 24 heures suffisent souvent pour voir la différence. Imaginez simplement ce que cela signifie vraiment. Toute une équipe souterraine qui arrive, prête à desserrer, nourrir et reconstruire votre sol 24 heures sur 24, sans salaire et sans plainte. Mais c'est le point où les bonnes intentions peuvent encore mal tourner. Le mélange peut attirer les vers, mais l'attraction sol ne suffit pas. Si vous voulez qu'ils restent, votre jardin doit devenir un endroit où ils peuvent réellement vivre. Le breuvage est l'invitation. L'habitat est ce qui transforme une visite en établissement permanent. Une fois que les vers arrivent, votre travail est de protéger les conditions dont ils ont le plus besoin. Les vers de terre partent rapidement quand le sol devient trop chaud, trop sec ou trop toxique. Si le sol est nu, exposé et traité avec des produits chimiques durs, ils disparaîtront aussi vite qu'ils sont venus. C'est pourquoi l'étape suivante n'est pas optionnelle. Vous devez couvrir le sol. Appliquez une couche généreuse de paillis organique, feuilles sèches, paille, écorce ou copeaux de bois. Ce paillis agit comme une couverture protectrice sur la plate-bande de jardin. Il protège la surface de la chaleur, ralentit l'évaporation, garde l'humidité où elle appartient et donne aux vers un environnement plus sûr et plus frais pour se déplacer. Avec le mélange de mélasse qui les attire et le paillis créant une maison stable, la population peut commencer à se maintenir au lieu de dépendre de sauvetages répétés. Et une fois que les vers s'installent dans une plate-bande saine, ils ne font pas que rester là. Ils se multiplient, ils se nourrissent, s'accouplent, se reproduisent et étendent la structure vivante du sol semaine après semaine. Une petite population de départ peut croître étonnamment vite quand l'humidité, la nourriture
et l'abri travaillent tous ensemble. Il y a une règle de plus que je veux que vous preniez au sérieux. Arrêtez le labour profond. Quand les vers s'établissent, ils passent des jours et des semaines à construire des canaux à travers le sol qui transportent l'air, l'eau et la vie vers le bas. Un passage agressif avec un motoculteur ou une houe peut détruire en secondes ce qu'il leur a fallu si longtemps pour construire. Si vous devez desserrer la plate-bande, utilisez une fourche de jardin et soulevez doucement sans retourner tout le profil du sol à l'envers. Laissez les vers faire le labour pour vous, c'est ce pourquoi ils ont été conçus et ils le font mieux que n'importe quelle machine. Maintenant, avant de passer à la leçon plus profonde derrière tout cela, il y a un avertissement important que je veux vous donner en tant que quelqu'un qui se soucie non seulement de faire pousser des plantes, mais de protéger l'équilibre vivant du sol. Alors que 1939 nous ramène à la sagesse agricole oubliée, cela nous rappelle aussi que tous les visiteurs souterrains ne sont pas des amis. Parce qu'autour de cette même époque à Baltimore, Maryland, les scientifiques ont identifié un type très différent de vers, un qui ne construit pas le sol, mais le déchire. Cet envahisseur est ce que beaucoup de jardiniers connaissent maintenant comme le ver sauteur du genre Amentas. Et cela compte parce que quand vous utilisez un attractif biologique fort comme ce breuvage de mélasse, vous n'appelez pas seulement la vie, vous influencez le mouvement des organismes du sol. Cela signifie que vous devez faire attention. Tous les vers ne jouent pas le même rôle et tous n'appartiennent pas à la même conversation. Les alliés que nous voulons sont les vers bénéfiques, ceux qui aident à transformer le compost en fertilité et la matière organique en structure. Des espèces comme le ver rouge ou le ver de nuit qui creuse profondément sont des partenaires précieux dans tout jardin sain. Ils travaillent avec la terre, tirant les nutriments vers le bas, améliorant la texture et aidant à créer ce sol sombre et friable que tout cultivateur sérieux veut voir. Les vers sauteurs sont différents. Ils sont des mangeurs de surface agressifs et dans beaucoup d'endroits, ils sont devenus un vrai problème écologique. Au lieu de construire lentement le sol, ils peuvent dépouiller la couche supérieure de matière organique beaucoup trop rapidement, consommant la litière de feuilles qui protège l'humidité, nourrit les microbes et isole la surface. Ce qu'ils laissent derrière ressemble souvent à du marc de café lâche, sec, instable et beaucoup moins capable de retenir l'eau. Une fois que cette couche protectrice est partie, l'érosion devient plus facile et tout le système du sol devient plus fragile. Alors comment les distinguer ? Le premier indice est le comportement. Si vous découvrez un ver et qu'il se débat soudainement, se retourne et se casse sauvagement comme un petit serpent, c'est un signe d'alarme majeur. Les vers bénéfiques sont généralement plus calmes et plus stables dans leurs mouvements. Les vers sauteurs sont aussi connus pour un clitellum blanc laiteux pâle qui s'enroule lissement autour du corps, tandis que beaucoup de vers bénéfiques ont une bande plus sombre et plus surélevée. Si vous trouvez des vers sauteurs dans votre jardin, ne les déplacez pas vers les tas de compost, ne partagez pas le sol et ne les répandez pas dans d'autres plates-bandes. Retirez-les soigneusement et empêchez-les de se répandre davantage. Nous essayons d'inviter les constructeurs à revenir dans la terre, pas les destructeurs. Parce que le moment où vous commencez à observer la vie dans votre sol de si près, vous arrêtez d'être simplement quelqu'un qui fait pousser des plantes. Vous devenez un gardien du sol lui-même. Et cela nous amène au sens plus profond de toute cette méthode. Parce que ce mélange de mélasse à 2 $ n'est pas seulement une astuce de jardin intelligente. C'est un rappel de quelque chose de plus grand, quelque chose que beaucoup de cultivateurs modernes ont été encouragés à oublier. Un sol sain n'est pas construit par la dépendance, il est construit par la compréhension. Regardez le modèle d'agriculture que la plupart des gens ont hérité. D'abord, le sol est dépouillé, surmené et exposé. Puis on nous dit que la réponse est d'acheter autre chose. Engrais pour remplacer la fertilité perdue, pesticides pour combattre le déséquilibre, fongicides pour répondre à la maladie, et plus de produits chaque saison pour maintenir un système affaibli debout. Cela devient un cycle d'intrants constant, de dépenses constantes et d'interventions constantes. Et la tragédie est que beaucoup de cultivateurs commencent à croire que c'est normal. Mais l'ancienne façon, la façon ancestrale, était construite sur une idée très différente. Elle était construite sur la lecture de la terre, la compréhension de la décomposition, le respect de la vie microbienne, la protection de l'humidité et le travail avec les processus naturels au lieu de contre eux. Ce genre de sagesse ne vient pas dans un sac brillant.
Elle ne dépend pas d'une marque, et une fois que vous l'apprenez, personne ne peut vous l'enlever. C'est pourquoi quelque chose d'aussi simple que le sucre, la levure et la mélasse compte. Ce sont des ingrédients humbles, mais ils représentent un changement puissant d'état d'esprit. Au lieu d'essayer de forcer le sol à se soumettre avec des intrants durs, vous commencez à collaborer avec une biologie qui sait déjà comment construire la fertilité. Vous arrêtez de traiter la Terre comme un conteneur vide et commencez à la traiter comme un système vivant qui répond quand on lui donne les bons signaux. Et quand le sol devient vraiment vivant, les bénéfices atteignent bien au-delà d'une bonne récolte. Le sol vivant retient mieux l'humidité pendant la sécheresse, draine plus gracieusement pendant la pluie forte, protège les plantes contre le stress et soutient une nutrition plus forte et plus complète du sol vers le haut. À ce point, vous ne faites plus seulement pousser des légumes ou des fleurs, vous reconstruisez la résilience. Vous créez une structure d'humus et une abondance qui peut durer plus qu'une seule saison et servir la terre pour les années à venir. Alors voici la vérité que j'espère qui restera avec vous après la fin de cette vidéo. Il y a tout un univers caché dans une seule poignée de sol. Pendant trop longtemps, beaucoup de gens ont été enseignés à voir ce sol comme quelque chose de sans vie qui devait être poussé, corrigé et contrôlé avec des produits chimiques. Mais la vraie fertilité ne commence pas dans une usine. Elle commence sous terre, dans la relation vivante entre les microbes, la matière organique, l'humidité, les racines et les créatures qui transforment la mort en vie. Et aujourd'hui, vous avez une façon simple de commencer à réveiller ce monde à nouveau. Avec juste quelques ingrédients peu coûteux et un peu de patience, vous pouvez rappeler les grands constructeurs du sol dans votre jardin. Vous pouvez transformer la terre fatiguée en un lieu de mouvement, de structure et de renouvellement. Vous pouvez commencer à transformer votre espace de culture en un lieu de beauté, de nourrissement et d'abondance vivante du sol vers le haut. La terre écoute encore, elle répond encore au respect, elle répond encore quand nous travaillons avec elle au lieu de contre elle. Alors, la question est simple. Allez-vous l'essayer par vous-même? Allez-vous brasser le mélange, nourrir le sol et voir ce qui répond d'en bas? Si ce voyage dans la vie cachée du sol a changé la façon dont vous regardez votre jardin, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous sommes dédiés à découvrir la sagesse de cultures anciennes que l'industrie moderne a essayé d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir plus résilient. Le prochain secret de la Terre sera révélé très bientôt. Gardez vos mains dans la terre et continuez à apprendre de la terre. Bon jardinage!